Il est 12h07 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Des températures frôlant les 40 degrés à Toulouse ou Lyon. La chaleur devrait s'installer dans le sud du pays à partir de demain. En Italie ou en Espagne, eh bien c'est pire. On relève 48 degrés aujourd'hui sur l'île Sarde, la Sardaigne. La canicule qui touche le sud de l'Europe et même l'ensemble de l'hémisphère nord du globe. Comment expliquer cette vague de chaleur? Va-t-elle durer? Comment se protéger? Nous sommes avec Alix Roumaniac, fondateur et président de Predict Service. Il s'agit d'une filiale risque de Météo France. Bonjour Alix Roumaniac. Bonjour. Alors ce mois de juillet 2023 s'inscrit d'ores et déjà dans le top 10 des mois les plus chauds de l'histoire jamais connus en France. Comment expliquer cet épisode de chaleur ? Alors effectivement, vous le dites, l'Organisation mondiale de la météo a déjà dit que ce début de mois de juillet a été le plus chaud connu sur la planète depuis le début des mesures. Ça faisait suite à un mois de juin également le plus chaud. Ce qui se passe actuellement en France, en particulier dans le sud de la France, et comme vous l'évoquiez, c'est vraiment une canicule qui est centrée sur la Méditerranée. La France est un petit peu coupée en deux encore, parce qu'on a le nord de la France qui encore profite de l'air frais atlantique. On respire encore. Voilà, on respire encore, et c'est par rapport aux canicules 2022 où cette canicule remontait très haut sur le nord de l'Europe. Là, on a une canicule qui est sur la Méditerranée, et en fait, ces records s'inscrivent vraiment dans ce qui se passe sur la planète en ce moment. C'est le dérèglement climatique, en fait. Et là, on a eu 2022 avec ces corolles de records de température qui ont été battus. 2019, c'est le record en France de température dans l'Hérault. Et là, 2023, c'est au niveau planétaire avec le démarrage du El Niño. Il y a une accélération des conséquences du dérèglement climatique. Et c'est ce qu'on observe ces jours-ci sur le sud de la France, l'Espagne et l'Italie. Et ça va durer cette semaine. Justement, Alix Roumaniac, la France et l'Italie, c'est pire. On a vu un tweet de Sandrine Rousseau la semaine dernière qui alertait sur les 60 degrés au sol en Espagne. C'est vraiment 60 degrés ? Oui, alors il faut être toujours prudent dans les mesures. Les températures officielles, c'est les températures mesurées à l'ombre et sous abri, en fait. Et après, effectivement, quand on a des températures au sol, quand on a des températures au soleil, on a des températures qui peuvent exploser en termes de mesures. Alors c'est pas les températures officielles, mais ça peut être des températures ressenties quand on est au soleil. C'est quoi la différence justement entre les températures officielles et les fameuses températures au sol ? C'est la façon dont est pris la mesure, en fait. En fait, il faut, et ça c'est nos collègues de Météo France qui sont les spécialistes dans le sujet, pour faire une température officielle, il y a une méthodologie de mesure. C'est des températures qui sont sous abri, et qui sur l'influence, en fait, du rayonnement solaire en direct, n'influent pas, quoi. Donc c'est de manière à pouvoir avoir des choses qui soient comparables à la fois dans le temps et dans l'espace. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces records qui sont battus tous les jours, c'est avec des méthodologies qui sont très très spécifiques et très particulières pour éviter justement les faux débats. Alors Alix Roumaniac, très bien pour les mesures de ces températures. Il n'empêche, on parle souvent de ressenti en météo. Qu'est-ce qu'on ressent quand il fait 60 degrés comme ça et 48 degrés en Sardaigne aujourd'hui? Là, aujourd'hui, effectivement, alors on dépasse des valeurs qui sont acceptables pour le corps humain selon les types d'activités. Donc vraiment là, c'est toutes les consignes qui ont été bien retransmises par le ministère de la Santé. On sait que dans ces cas-là, il faut adopter des mesures, éviter toute activité physique en extérieur, rester enfermé aux heures les plus chaudes, fermer les volets, s'humidifier, s'hydrater, prendre soin des personnes âgées. Donc tout l'ensemble des mesures qui sont liées à cette adaptation, à ce dérèglement sont absolument nécessaires, en essayant d'éviter au maximum des mesures d'adaptation qui accentuent le phénomène. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer en disant effectivement il fait très chaud, on met les climatisations à fond, et ça c'est un peu effectivement on s'adapte et on diminue la conséquence actuelle, mais tout en procédant
à une accélération de l'atténuation. Et ça, et encore, on a un petit peu moins la culture de la climatisation en France, hein, dans le Nevada et en Arizona, d'ailleurs, où on a relevé 53 degrés, hein, dans la vallée de la mort, qui porte bien son nom. Pour le coup, on a vraiment cette culture de la climatisation, notamment voilà, dans les Émirats, on le voit, hein, dans les centres commerciaux, c'est un petit peu glacial. Ça, c'est vraiment pas bon à double titre, hein, vous nous dites. Oui, c'est pas bon, effectivement, et surtout pour l'atténuation, hein, parce qu'on est dans des process où il faut en même temps travailler l'adaptation, mais aussi on ne peut pas continuer à faire comme si rien ne s'est passé et à continuer à dépenser beaucoup d'énergie et à continuer à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Alix Romagnac, doit-on craindre une vague de décès comme on en a vu par le passé, notamment en France, hein? Alors, comment dire, aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à 2003, justement, le développement de cette culture de risque, le fait que aujourd'hui nous on travaille avec toutes les communes qui activent des actions spécifiques lorsqu'il y a ce type d'événement, qui s'occupent des personnes sensibles, on arrive à améliorer l'ensemble du dispositif, à diminuer les conséquences, mais il n'empêche que on a quand même en fait des conséquences assez forte. Il y a eu plusieurs études qui sont sorties récemment qui montrent que effectivement l'augmentation des décès ces derniers étés sont liées à cette augmentation de température. Donc il faut au maximum essayer effectivement d'adopter de bonnes attitudes pour diminuer les conséquences et notamment sur la santé. Vous nous avez donc cité ces bonnes habitudes. Évidemment, c'est extrêmement fatigant pour les organismes, pour l'être humain, mais pas que. Il y a aussi bien évidemment des conséquences sur l'environnement avec son cortège, les incendies, la sécheresse et des conséquences néfastes évidemment pour les agriculteurs. Alix Romagnac. Oui, tout à fait. Et là, par exemple, on travaille avec les chambres d'agriculture et on a fait passer un message parce que c'est la période en ce moment où les agriculteurs et viticulteurs, par exemple, traitent avec du soufre pour éviter les maladies liées à l'humidité. Et on sait que mettre du soufre à les vignes va augmenter la brûlure. Et donc il y a aussi pour les agriculteurs des changements d'attitude à avoir, des modes de fonctionnement qui sont différents pour s'adapter sur l'agriculture, mais aussi, comme vous l'évoquiez, sur le milieu naturel. On sait très très certainement que cette canicule sur la Méditerranée va générer une canicule marine. La température de la Méditerranée est en train de se réchauffer très fortement et on sait qu'elle risque aussi d'avoir après des conséquences sur les événements pluvieux de la rentrée. Donc c'est un système qui s'enchaîne et c'est pour ça qu'il est important de prendre les bonnes actions pour essayer de sortir de ce cercle infernal. Et évidemment, être très, très prudent avec les incendies, la sécheresse, vous venez de nous en parler. Ça va durer tout l'été ? Alors, c'est compliqué de parler de prévision à 2 mois. Ce qu'on voit là, et nos collègues de Météo France, on a fait le point avec eux, c'est qu'on a pour la semaine à venir et voire les 10 jours, quelque chose qui semble se maintenir en l'état. Donc aujourd'hui, à perte de vue de modèles, puisque les modèles ont une fiabilité en gros à 10 jours, on a une situation qui va perdurer avec des variations d'un jour sur l'autre de quelques degrés, mais on est quand même dans une situation qui s'installe pour un petit moment. Merci beaucoup Alix Romagnac, spécialiste météo, fondateur et président de Predict Service. 18 en direct sur Sud Radio, soyez les bienvenus. Elle était l'anglaise préférée des Français, une icône de mode, de cinéma, de la chanson, une voix teintée d'un délicieux accent. Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans, retrouvée sans vie hier à son domicile à Paris. Nous sommes en direct avec Éric Fotorino, journaliste et écrivain, fondateur et directeur de la publication de Légende. Bonjour Éric Fotorino, merci d'être avec nous. Alors il y a un mois, Éric, justement, Jane Birkin et Serge Gainsbourg faisaient la une de votre magazine Légende. Oui, on avait décidé de leur consacrer ce numéro. C'est la première fois d'ailleurs qu'à la une de Légende, on mettait un couple, pour insister sur le fait que c'était un moment très important dans la vie de chacun, la vie personnelle bien sûr, la vie intime, et puis aussi la vie artistique, puisque longtemps, l'un n'allait pas sans l'autre, et j'allais dire dans les deux sens. 10 ans d'amour, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. 10 ans aussi d'innovation. Ils ont vraiment, d'une certaine manière, transgressé
à la fois à travers des paroles, des chansons et aussi des images qu'ils ont données d'eux-mêmes, qu'ils ont données aussi sur la libération sexuelle, sur aussi les genres. C'était d'ailleurs intéressant de voir que Jane Birkin, avec cet accent anglais, confondait toujours le masculin, le féminin. Il y avait quelque chose d'assez fluide et peut-être précurseur. Oui. Mais c'est vrai qu'elle se disait elle-même qu'elle avait été un garçon manqué. Et Serge Gainsbourg, lui, jouait beaucoup aussi. On se souvient de ce disque sur lequel il apparaît comme un travesti. Il avait été beaucoup dans les boîtes de travestis. En fait, je pense que l'un a changé l'autre, mais pas seulement Gainsbourg qui a changé Birkin. Je crois que Birkin a tout autant changé Gainsbourg. Et pourtant, un couple qui était inséparable et qui a fini par se séparer au bout de 10 ans, ne se supportant plus. C'est Jane qui a claqué la porte et qui est partie avec Jacques Doyon. C'est bien ça? Oui, enfin disons que plus tard, après, elle a rencontré Doyon, mais disons que j'avais fait un portrait d'elle dans Le Monde il y a 20 ans. Oui. Et donc on s'était longuement vu, beaucoup parlé. Et elle disait comment, au bout d'un moment, Gainsbourg lui avait échappé pour devenir Gainsbar. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, bon, Gainsbourg, il était à moi, Gainsbar, il était à tout le monde. Et finalement, il n'était plus vraiment à elle. Ben oui. Je lisais un article de presse, Éric Fotorino, ce matin, tous orphelins de Jane. Et c'est pas faux. Pourquoi ce sentiment? Comment vous l'expliquez? D'abord, vous savez, elle fait partie de ces artistes qui ont traversé plusieurs générations, plus de 50 ans, on dit même quelquefois 60 ans quasiment de scène et de vie publique. Donc elle a accompagné nos vies, nos âges, les événements de nos vies personnelles. Donc je pense qu'en cela, on est effectivement sans Jane, comme a titré Libération par exemple, mais c'est vrai qu'elle était avec nous parce que elle a scandé les épisodes de nos vies personnelles. Et par ailleurs, si on veut avoir une bande son de nos vies, si on veut avoir quelques images de cinéma, on va la retrouver dans des films comiques, les films de Claude Zidi, dans des films plus dramatiques comme La Piscine ou Blow Up. Et puis après, tous ces films qu'elle a joués, évidemment avec pour Jacques Doyon, mais aussi pour Jacques Rivette. Toute la nouvelle vague. Oui, une vague, disons que c'était une vieille nouvelle vague, c'était plus celle de Truffaut, mais c'était effectivement Rivette notamment, la belle noiseuse, elle a un très beau rôle dans ce film, et elle a montré d'elle d'autres facettes que celle de cette jeune anglaise du Swinging London qui était arrivée assez éplorée puisque lâchée par son mari John Barry, et revivons une vie à la fois très amoureuse, très pop, grâce aux chansons, aux vers, à la musique et aux paroles de Gainsbourg. C'était dû aussi à sa personnalité, on la décrivait comme extrêmement généreuse, honnête, proche des gens. Oui, c'est quelqu'un, moi je ne l'ai pas connu énormément, mais enfin on a passé souvent des longs moments ensemble, et c'est vrai qu'à chaque fois ce qui était frappant chez elle, d'une part, c'était une forme d'humilité, de sincérité qui n'était pas une pose. On voyait bien que c'était pas une posture. C'était quelqu'un qui se diminuait d'ailleurs toujours. Elle ne considérait pas qu'elle était une grande artiste, une grande chanteuse, une grande comédienne. Et c'était pas surjoué. Les gens, quelquefois, vous disent, oh, je suis pas. Mais en fait, c'est pour qu'on leur dise qu'ils sont les meilleurs. Elle, non, elle était vraiment comme ça. Et par ailleurs, c'était quelqu'un d'engagé. D'engagé, qui s'est même qui physiquement prenait des risques quand elle est allée chanter à Sarajevo, quand elle est allée en Éthiopie. Elle a fait comme ça des voyages où elle voulait témoigner, et puis toutes ces manifestations auxquelles elle a participé, ces engagements contre justement pour lutter contre le sida, pour arrêter les préjugés qui pouvaient faire poser une chape sur la société d'aujourd'hui. Il y avait aussi la solidarité, l'accueil des migrants. C'est d'ailleurs pour cela que la ministre française de la Culture l'a saluée. Elle était extrêmement engagée sur ces thématiques. C'est vrai. Alors, quand on regarde son histoire et l'histoire de sa famille, son père avait été un aviateur de la Royal Air Force et avait participé à la libération de la France. Donc, elle avait ce côté combattant, résistant, et il y avait une grande dignité chez elle. Sa mère était une femme d'une grande rectitude morale et qui jouait dans le théâtre classique britannique. Et elle m'avait dit une fois,
je n'osais pas dire à ma mère que on pouvait me voir nu dans un film, alors qu'elle n'aurait même pas dénudé son avant-bras sur une scène de théâtre. Donc voilà, il y avait cette, je dis pas ce carcan, mais en tout cas cette présence d'une éducation très très rigide, ouais, assez stricte. Voilà. D'ailleurs, son père, David, que vous avez évoqué, sauf erreur de ma part, avait reçu la Légion d'honneur qu'elle-même a refusée parce qu'elle considérait que c'était réservé aux héros. Absolument. Pour elle, l'honneur, c'était bien sûr l'honneur du feu, notamment pour cette génération qui était celle de son père. Et elle considérait que elle, c'était... D'ailleurs, elle rejoignait un peu Gainsbourg quand, de façon provocante, il disait que la chanson était un art mineur. Elle ne considérait pas, effectivement, qu'elle était dans la cour des grands créateurs. D'ailleurs, elle a été essentiellement, une interprète. Mais il faut quand même toujours avoir en tête que c'est souvent l'interprète qui sublime une œuvre et qui la rend éternelle. Beaucoup de chanteurs ont chanté des poètes et comme ça, les poètes sont devenus impérissables. Absolument. Et puis, elle avait tous les codes de l'icône de la muse, même. On rappelle son cité de marque ici, qu'elle a quand même un sac, un des plus courus de la planète mode à son nom. Enfin, c'est pas rien, parce que Jane Birkin est connue aussi pour ça à l'international. Bien sûr, dans notre magazine Légende, qui d'ailleurs est toujours dans les kiosques, dans les librairies, parce qu'il est sorti il y a seulement un mois, et il y a un texte de Laurence Benaïm, qui est une grande spécialiste de la mode, et qui montre ce qu'a été le style Birkin avec ses jeans délavés, ses t-shirts. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, une manière presque négligente comme ça, sans trop y prêter attention, d'apparaître comme belle. Et ça, c'était pas une beauté sophistiquée, il y avait quelque chose d'assez naturel chez elle qui éclatait et qu'on a vu bien sûr dans les films de sa jeunesse, quand elle joue dans la piscine avec Alain Delon, Maurice René et d'autres. Éric Fotorino, donc vous l'aviez mise avec Serge Gainsbourg, on le disait en début de cette interview en couverture de Légende. Vous l'aviez rencontrée ces derniers temps, elle était fatiguée? Oui, on s'est rencontrés. Elle m'avait gentiment reçu chez elle il y a quelques mois et elle était très heureuse qu'on consacre un Légende à elle et à Serge. Je lui avais dit, tu sais, Jane, ce sera surtout de toi. Mais elle tenait, elle m'avait montré encadré comme une œuvre d'art, et c'était une œuvre d'art, un manuscrit pas très bien lisible, mais on voyait très raturé de conséquences d'une chanson que Gainsbourg avait écrite pour elle, et elle tenait beaucoup aussi à ce qu'il y ait des photos de sa fille Kate, et donc on a publié à la fin du volume une très belle photo dans un très grand format de Légende. Mais vous l'aviez senti fatiguée, parce que c'est vrai que voilà, 76 ans, c'est jeune pour partir. Oui, elle était fatiguée, elle était malade, elle luttait contre la maladie, mais ce qui était aussi cette grande dignité chez elle, c'est, je lui ai demandé comment elle allait, évidemment. Elle m'a dit, écoute, ça va, et on a passé 3 heures à parler, et elle n'a montré aucun signe ni de fatigue, ni de lassitude. Voilà, j'ai su après, j'ai vu quelques jours plus tard qu'elle avait annulé des dates de concert. Mais voilà, elle avait cette politesse, j'allais dire, de ne pas s'apesantir sur elle. Voilà, elle m'avait reçu parce qu'elle pensait pouvoir le faire et elle l'avait fait très bien. Merci beaucoup Éric Fotorino, un journaliste, écrivain, fondateur et directeur de la publication de Légende. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer la mémoire de Jane Birkin. Il est 12h30 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Faut-il créer un délit d'homicide routier? Elisabeth Borne va annoncer ce lundi le remplacement du terme donc homicide involontaire par celui d'homicide routier, mais sans forcément mettre une peine aggravée. Réaction à des affaires retentissantes comme l'affaire Palmade, qui avait tué une femme enceinte notamment et blessé d'autres personnes. L'affaire Aleno, le fils du chef tué par un chauffard sous l'emprise de drogue et d'alcool qui avait volé une voiture. Les associations de victimes réclamaient fortement des réponses. Elisabeth Borne défend justement sa mesure en disant que c'est la reconnaissance des victimes. Nous sommes avec Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, ainsi que maître Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Est-ce que cette mesure va dans le bon sens pour vous? On commence avec vous, Éric Pauget. Alors oui, moi je suis satisfait de cette pré-annonce qui devrait être confirmée cet après-midi, puisque les associations de victimes attendaient depuis longtemps la création de cet homicide routier. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on est uniquement dans une évolution sémantique, ou est-ce que l'on crée
une nouvelle infraction autonome et indépendante. Moi, c'est ce dont pourquoi je plaide. Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier. À ce jour, c'est un échec retentissant pour le gouvernement et pour les victimes. Il y a bien sûr le point positif, c'est le symbole. Le choix des mots est très important. Le côté homicide involontaire n'était pas audible par les familles de victimes et en ça, c'est très bien. Là où je dis que c'est un échec retentissant, c'est que ça fait 4 mois, donc depuis l'affaire Palmade, que le gouvernement nous annonce qu'on va voir ce qu'on va voir, et par le répressif et par le préventif. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que rien n'est annoncé pour faire baisser les accidents de la route. C'est quand même embêtant. Aucune peine dissuasive n'est proposée puisque l'on ne change rien. Et au final, on a 4 mois d'espoir qui aujourd'hui deviennent des illusions. Éric Pauget, est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Antoine Réglet? C'est pas dissuasif parce que pas assez répressif? Alors déjà, on va voir ce que va concrètement annoncer la Première ministre cet après-midi, puisque le comité interministériel se réunit actuellement. Effectivement, moi je rejoins l'avocat qui est sur l'antenne avec Maître Réglet. Si uniquement c'est du sémantique, si uniquement c'est de l'annonce, ça ne servira à rien. Il faut, moi c'est ce que je défends, une sanction autonome avec un quantum de peine adapté pour que la réponse pénale correspondent à ce que vivent les associations de victimes. Et effectivement, j'espère que cet après-midi, il n'y aura pas que l'annonce de l'homicide routier. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'annonces autres qui sont attendues par les victimes. Moi, je travaille beaucoup avec la Ligue contre la violence routière au niveau national qui porte un certain nombre de demandes. Donc j'espère qu'il n'y aura pas que cette annonce cet après-midi, effectivement. Quand vous parlez de peine adaptée, Maître Antoine Réglet, j'imagine que vous y avez réfléchi depuis un petit moment. Vous pensez à quoi précisément? Parce qu'on rappelle la loi, Maître, 5 ans pour l'instant et 75 000 € d'amende. Oui, 5 ans lorsqu'il n'y a pas de circonstances aggravantes, 7 ans lorsqu'il y en a une et 10 ans lorsqu'il y en a 2. Et les propositions de loi, je crois que c'est celle de monsieur le député, mais si ce n'est pas la sienne, pardonnez-moi, prévoit soit d'augmenter les peines, soit de mettre 10 ans dès la première circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'on passerait de 7 à 10, ou alors, en cas de récidive, je crois, de criminaliser ça, c'est-à-dire de dire en cas de récidive, c'est plus un délit, ça devient un crime, passible de la cour d'assises et passible de 15 ans de réclusion criminelle. Moi, à titre personnel, en tant qu'avocat, je ne suis pas favorable à une répression plus grande. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que l'expérience démontre que ça ne change rien, que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les gens savent ce qu'ils encourent, ça ne les empêche pas de boire et de fumer avant de prendre le volant. J'adorerais, en revanche, qu'on se préoccupe, après la répression, d'abord de l'accompagnement psychologique des victimes, et ça, personne n'en parle jamais. Le chef Aleno en avait parlé, puis on n'en a pas. Et deuxièmement, quelque chose qui m'apparaît beaucoup plus intéressant, c'est de condamner les gens sous stup ou sous alcool qui tuent ou qui blessent à payer tout partie de l'indemnisation due à la victime. Aujourd'hui, les assureurs font ce travail-là. Quand demain, vous savez que vous pouvez être endetté à vie pour une conduite sous alcool ou stupéfiant alors que vous allez causer la mort, je vous prie de croire qu'à mon avis, ça, c'est bien plus dissuasif que d'augmenter, voire doubler les peines. Éric Pauget, justement, il y a deux choses auxquelles vous pouvez répondre à Maître Antoine Réglet. Les peines que vous souhaiteriez, vous, en tant que député LR, et les mesures que propose Maître Réglet, justement, qui semblent, à son sens, plus efficaces que ces peines répressives augmentées. Alors, sur le quantum de peine, moi, je suis favorable à ce qu'on le durcisse, mais je rejoins aussi la position qui dit que ça ne doit pas être la pierre angulaire. Parce que malheureusement, les tribunaux prononcent rarement les peines maximales et surtout, il y a un deuxième problème qui est l'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'une fois que la peine est prononcée, il faut qu'elle soit mise en œuvre. Là, il y a un champ de travail qui est énorme. On ne pourra pas tout résoudre en quelques annonces cet après-midi. On ne peut pas travailler dans tous les deux. On ne peut pas travailler dans tous les domaines. Moi, je pense que si effectivement cet après-midi, l'exécutif propose la création de l'homicide routier, moi, ce que je souhaite, c'est que derrière le Parlement et les députés, parce que moi, ça fait 1 an que je travaille sur le sujet avec des députés de toutes sensibilités confondues, tous se retrouvent sur l'idée de créer cet homicide routier et par la voie par laquelle moi je l'ai amené, c'est-à-dire de s'appuyer sur le code pénal qui aujourd'hui reconnaît une atteinte à la vie qui résulte de l'intoxication volontaire. Donc, on a un chemin pour y arriver et pour créer une infraction autonome avec le quantum de peine qui va avec. Éric Pauget, c'est vrai. Oui, allez-y, je vous en prie. Il faut un volet
il faut un volet préventif. Et moi, je crois beaucoup aussi au fait de travailler sur le suivi des victimes. J'ai rencontré la famille Aleno à plusieurs reprises, qui m'accompagne d'ailleurs dans mon travail et qui soutient la rédaction que je propose. Bien sûr que les victimes doivent être beaucoup plus et beaucoup mieux accompagnées. Aujourd'hui, c'est d'une froideur terrible. Moi, dans ma ville d'Antibes, ce qui m'a fait travailler sur le sujet, c'est que j'ai un jeune, Noé, 16 ans, qui est mort l'année dernière, qui était membre de l'équipe de France de tir, qui était un potentiel olympique. C'est un chauffard ivre et sous stupéfiant qui le tue. Et derrière, 2 mois après, la famille se rend compte que le présumé meurtrier, mais dont tous les faits concordent pour savoir que c'était lui qui a provoqué l'accident, est remis en liberté en attendant son procès. Donc la préventive doit être retravaillée, l'effectivité de la peine doit être retravaillée aussi post-procès. Le chantier, il est très vaste. Hein. On revient vers vous parce que les auditeurs réagissent, 0826 300 300. Nous sommes en ligne avec Guillaume qui nous appelle de Cambrai. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Bonjour, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Alors, au-delà d'un simple remaniement purement sémantique, qui est pour moi presque encore une fois, malheureusement, de la pure communication, je pense qu'on a besoin d'actes beaucoup plus forts. Et selon moi, à partir du moment où on prend la route sous emprise de stupéfiants, d'alcool, voire même l'utilisation d'un téléphone qui pourrait occasionner un décès routier, pour moi, on est... je ne vais pas dire qu'on est criminel, mais on est en pleine conscience de ce que l'on a fait. Et donc, on ne peut pas parler d'homicide involontaire. Pour moi, on devrait passer sur un homicide volontaire presque. C'est peut-être exagéré, évidemment, mais je grossis peut-être le trait. Mais sincèrement, on est en pleine conscience. Puisque avant d'utiliser son téléphone, avant de prendre de l'alcool ou des stupéfiants, on sait pertinemment que notre fonctionnement va être altéré. Surtout qu'il y a de la prévention quand même, on nous le dit suffisamment. On le dit, on le redit. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Non, à un moment donné, moi, je ne peux pas penser autrement. À un moment donné, dans notre pays, je pense qu'il faut être ferme et assumer les conséquences de nos actes. On n'est pas des enfants, on sait ce que l'on fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut tout simplement assumer et avoir une sanction pénale qui est à la hauteur de ce que l'on a commis. Voilà, c'est mon avis. Merci en tout cas, Guillaume, d'avoir appelé, d'avoir réagi sur notre antenne. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous voulez apporter d'autres réactions. Maître Antoine Réglet, c'est pas faux ce que nous dit Guillaume. Dans notre pays, il le dit, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 1970, l'excès de vitesse et l'alcool était limite une circonstance atténuante, justement, des accidents. Ça paraît incongru. On a fait du chemin, heureusement. Mais à quel prix? Le prix, on le connaît, c'est le prix de la vie de milliers de personnes par an sur nos routes. Donc, oui, moi je suis assez d'accord avec Guillaume et qui a le bon sens des gens du Nord. Il appelait de Cambrai, je les connais bien, moi, les Cambraisiens. Il y a une piste répressive qui est très intéressante pour répondre à ce caractère quasi volontaire. Et monsieur le député, je pense, sera d'accord avec moi. Aujourd'hui, il existe la possibilité pour un fait non intentionnel de répondre d'un crime devant la cour d'assises, c'est les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire, c'est pas vraiment involontaire, mais c'est pas vraiment volontaire. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, si une piste répressive doit être exploitée, c'est celle-là, c'est celle de la criminalisation de ces comportements-là. Parce que quand vous parlez aux gens de la cour d'assises, quand vous leur dites qu'ils n'encourent plus 5, 7 ou 10 ans, mais 15 ans de réclusion criminelle, et qu'ils pourraient être jugés par des citoyens, je puis vous assurer que ça va faire tilt. En réalité, les gens n'ont pas peur de la justice délictuelle, mais je crois qu'ils ont encore très peur de la justice criminelle. Ce serait peut-être disproportionné. Reste à savoir s'ils sont en toute conscience de ce qu'ils risquent. C'est une demande très importante des victimes, malgré tout, de dire il faut peut-être criminaliser, même si on peut avoir des réserves sur ce point-là. Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, vous êtes toujours avec nous. Maître Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier aussi. Il y a une autre affaire qui est sur le même thème. Un octogénaire suspecté d'avoir mortellement renversé 2 autres personnes âgées à 3 mois d'intervalle à Saint-Malo a été mis en examen ce week-end.
hier pour homicide involontaire. Premier accident le 7 avril, il percute un homme de 80 ans qui traversait un passage piéton, il est tué sur le coup. Début juillet, rebelote, il renverse un octogénaire de 83 ans dans un autre accident à proximité du premier. Ces accidents, il y en a malheureusement plusieurs milliers en France, on rappelle le chiffre, 3260 accidents mortels, sauf que celui-ci aurait pu être évité, en tout cas c'est ce que pense la fille de la victime. Éric Pauget, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'il est rappelé que la victime avait encore son permis de conduire lors du deuxième accident. Alors là, on n'est plus du tout dans le champ de la consommation volontaire d'alcool. Non, c'était dans le même thème. On a élargi effectivement aux accidents routiers. Et il y a une forme de laxisme, justement, propre à notre pays. Vous savez, quand Jacques Chirac était président de la République, il y a eu l'arrivée des radars automatiques au bord de la route, très décriés. Néanmoins, en l'espace de 3 ans, on a divisé par 3 le nombre de morts sur la route. Donc ça montre bien que quand il y a de la fermeté, quand il y a de la répression, on a des résultats. Rappelez-vous les radars, il y avait 10 000 morts sur la route, on est tombé à entre 3 et 4 000. Donc oui, il faut plus de fermeté, plus de répression. Sur le sujet que vous mentionnez, est-ce que l'idée d'une visite médicale à partir d'un certain âge pour détenir son permis de conduire, ça ne serait pas une idée à creuser? Ça se fait dans le domaine professionnel, par exemple pour un chauffeur routier ou un chauffeur de bus. Il y a peut-être des choses à imaginer. Effectivement, ça se fait surtout dans les autres pays voisins. On revalide le permis à partir de 50 ans au Portugal. On le revérifie un certain nombre d'années après. Maître Antoine Réglet, effectivement, ça pose la question de la capacité des personnes affaiblies à conduire. Et faut-il revalider le permis de conduire après un certain âge ? C'est une question qui mérite d'être explorée. Moi, ce que je retiens, c'est malgré tout que les accidents les plus graves sont causés par les 18-24 ans. Oui. Alors, je veux bien qu'on discrimine les personnes âgées, pourquoi pas, mais il va falloir alors qu'on se pose la question aussi de discriminer les 18-24. Si on va chercher les personnes âgées, il va falloir qu'on aille chercher aussi les 18-24. Les personnes âgées, est-ce qu'elles roulent plus prudemment que les autres? J'ai l'impression que oui. Je pense que les jeunes sont peut-être moins prudents. J'ai peur qu'on se trompe de problème. Encore une fois, vous voyez, j'ai peur qu'on prenne, mais c'est très politique ça, un fait divers dramatique, qu'on apporte une réponse qui sera évidemment décevante, et comme ça le politique se dédouanera en disant nous on a fait ce qu'on a dit, non, mais et on a fait ce qu'on a pu. Pourquoi il avait encore son permis de conduire? Il avait tué un premier homme, c'est ça Je vous donne la réponse. Oui. Dans 95% des cas, le préfet prend une suspension provisoire dans ce genre de cas. Il ne l'a pas fait dans ce cas-là. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Il pouvait le faire. Donc si là, on va chercher une co-responsabilité, l'auteur présumé innocent, bien sûr, mais ce serait peut-être bien de demander des comptes à monsieur ou à madame le préfet. Pourquoi n'a-t-il pas suspendu le permis de cette personne-là? C'est vrai qu'il y avait une mensuétude parce que ça ne lui était jamais arrivé, il n'y avait pas d'antécédent, il était lui-même aidant, il aidait sa femme malade, il y a donc eu une forme de... Que l'État ne vienne pas nous dire à côté, c'est scandaleux si l'État qui est déconcentré par le préfet lui a laissé cette possibilité-là. Je rappelle qu'il est présumé innocent et donc ça pouvait être audible comme position. Mais pardon, on ne peut pas, quand on est État, venir dire à Paris c'est scandaleux, quand l'État déconcentré par le préfet, qui répond aux ordres du ministère de l'Intérieur, vient dire « oh ben non, on va le laisser conduire ». Donc, posez la question des visites médicales. Si ça vous fait plaisir, si vous pensez pourquoi pas, mais de grâce, qu'on arrête de regarder par le petit bout de la lorgnette des faits divers et qu'on arrive enfin à se concentrer sur les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui tuent ou qui blessent. Quand je dis bonne personne, c'est, vous avez compris, la bonne tranche d'âge, quoi. Merci en tout cas à tous les deux, Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes, et Antoine Réglet, avocat pénaliste en droit routier, d'avoir été mes invités. Merci à vous. Et un peu plus léger à présent, vous avez envie de connaître les derniers secrets des stars. Cela vous amuse de voir votre acteur favori en mauvaise posture avec une femme qui n'est peut-être pas la sienne, ou des bourrelets de telle ou telle actrice pourtant normalement parfaite en maillot de bain. Alors restez avec nous parce que dans quelques instants, mon invité sera Pascal Rostin, de François Mitterrand à Jacques Chirac en passant par Johnny ou Lady Di. Il les a tous photographiés depuis maintenant 40 ans.
Et nous sommes de retour, 12h48 en direct sur Sud Radio. Ça réagit beaucoup sur le sujet des délits d'homicide routier. Vous le savez, Elisabeth Borne devrait annoncer cet après-midi le remplacement du terme homicide involontaire par celui d'homicide routier. A priori sans peine aggravée. Est-ce la bonne mesure? Va-t-elle être efficace justement puisqu'il n'y aura pas a priori ces peines aggravées? On a décidé de donner la parole encore aux auditeurs parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300 sur ce sujet. Il y a Lionel d'Avignon qui voulait réagir. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Réaction donc à ces débats que vous venez d'entendre. Alors moi je vais y aller gentiment et doucement. Mais sûrement. Je dirais que simplement j'ai été victime d'un grave accident de la route. Donc cela fait 8 mois. Je dirais qu'en fait, la personne qui a créé l'accident, moi, ce que je ferais, je l'amènerais chez les victimes. Vous voyez ? Tout à fait. Voilà, pour qu'elle ait conscience de ce qu'elle a fait. Parce que c'est trop facile, je trouve. Oui. Vous voyez ? C'est un accident, je le comprends. Ok, les accidents, ça arrive tous les jours. Je peux tout comprendre. Mais quand il y a des conséquences énormes sur la vie des personnes, derrière, et que la personne, elle, est en liberté, reprend son travail, reconduit derrière, vous vous rendez compte? Absolument. Je trouve ça abominable, voilà. Mais par contre, l'amener chez les victimes, et qu'elles voient les dégâts qu'elle a fait, qu'elles comprennent ce qui se passe, vous voyez? Parce que c'est vite fait de se détacher d'un accident, vous voyez. Et oui, vous avez eu un accident, d'accord, allez, il a peut-être été sous le choc, ok, mais lui va reprendre quelque part, une vie normale. Mais les victimes, elles, waouh, je peux vous assurer que ça fait 8 mois que je déguste, oui. Je suis toujours sous antidépresseur, c'est l'enfer, voilà, oui. On vit un enfer. Et ça, je pense que quand même, la personne qui est responsable de cet accident, il faudrait qu'elle sache ce qu'elle a fait. Mais vraiment, quoi, vous voyez, c'est là où j'insiste vraiment, moi. Et après, vraiment, une prise en charge des personnes accidentées, pas qu'on vienne vous voir sur votre lit d'hôpital, vous voulez voir un psychologue, ben non, vous êtes sous le choc. Lionel, ça paraît tellement évident ce que vous nous dites, c'est une mesure de bon sens, on y a tous pensé lors de l'affaire Palmade. Voilà, ça paraît incroyable que ça ne soit pas déjà mis à l'œuvre, en place. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas, parce que je ne souhaite ça à personne, je vous assure, vivre ce que j'ai vécu là, je ne le souhaite à personne, voilà. Mais par contre, que la personne responsable, qu'elle le voit et qu'elle vienne chez la personne, vous voyez, et qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait. Et là, je pense que ça changerait peut-être beaucoup de choses dans sa tête. Bien sûr. Parce que, là, c'est facile. Voilà. Mais ça couperait l'envie de recommencer à conduire sous drogue ou sous alcool. Prendre conscience de ce qu'elle a fait quand même, voilà. Parce que après un jugement au tribunal, ok, tout ça, mais... et puis l'accompagnement des victimes. Quand vous êtes à l'hôpital, je vous dis, alors là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que c'est le premier grave accident que j'ai comme ça de la route. Et je pense que je réfléchis à quelque chose pour aider les gens qui auront des accidents prochainement. Voilà. J'y pense, je réfléchis à tout ça. Bien sûr. Parce que je me dis, c'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez, en tout cas, c'est un témoignage fort. Merci Lionel de nous avoir appelé d'Avignon. Bon courage à vous. On vous souhaite le meilleur dans votre rétablissement et merci de nous avoir apporté votre témoignage. Et nous sommes en direct à présent avec Pierre Meurin, député RN du Gard, justement, qui est lui aussi au fait de ces questions. Pierre Meurin, bonjour. Bonjour Madame Demuru. Bonjour. Vous vouliez vous aussi réagir à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis président du groupe d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale. Oui. Et évidemment, je m'intéresse fortement à ces questions qui sont liées évidemment à un certain nombre d'événements graves qui se sont produits ces derniers mois, grossis évidemment par les réseaux sociaux. Tout ceci me semble important, puisqu'on parle là de la grande délinquance routière. Alors, le sujet, c'est la création d'un délit d'homicide routier. Alors, c'est symboliquement, notamment pour les victimes, cette nouvelle qualification me paraît plus
meilleure que celle d'homicide involontaire, puisqu'il s'agit quand même de rendre des comptes aussi devant les victimes et devant la. C'était le but d'Elisabeth Borne qui dit voilà. C'est la reconnaissance des victimes, effectivement. De ce point de vue-là, cela me convient. Néanmoins, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que malgré, y compris avec l'ancienne incrimination, celle d'homicide routier involontaire, le sujet c'est le fait de prononcer des peines et que les délinquants les meurtriers du coup de la route aillent réellement en prison. Je tiens à rappeler que, y compris dans le cadre d'un homicide involontaire, les coupables encourent entre 5, 7 et 10 ans de prison, selon les circonstances aggravantes et la récidive, et plusieurs milliers d'euros d'amende. Il se trouve que devant la justice, seulement un meurtrier sur 3 qui a tué quelqu'un sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants va effectivement en prison. Donc, la question est pas de savoir si on modifie la sémantique. Je vous ai dit que j'étais favorable à cette modification sémantique pour rendre hommage aux victimes. En revanche, il faut que les délinquants payent réellement. Et qu'on applique déjà peut-être la loi, celle qui est déjà en place peut-être. Il faudrait instaurer des peines planchées dans le cas d'infractions entraînant la mort d'un autre usager de la route. Et là, le sujet, il est très important. Moi, ma psychologie, c'est qu'il faut laisser tranquille, foutre la paix aux automobilistes du quotidien qui font des petits excès de vitesse, mais être particulièrement ferme avec la grande délinquance routière, selon l'argumentaire que je viens de vous distribuer. Vous avez entendu, j'imagine, le témoignage de Lionel, assez poignant à l'instant, qui disait tout simplement une mesure vraiment de bon sens à laquelle on a tous pensé, quand on a entendu l'affaire Palmade notamment. Pourquoi ne pas tout simplement contraindre justement ces délinquants de la route à se rendre dans des centres de rééducation, de rencontrer des victimes? Est-ce que ça se fait déjà à votre connaissance? Non, alors ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'avais une idée là-dessus. Je pense que toute première grande infraction routière doit conduire à une sensibilisation en situation, une simulation virtuelle des conséquences que peuvent avoir un acte aussi grave qu'un très grand excès de vitesse, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique délictuel, conduite sous stupéfiants, que ces personnes, avant qu'ils aient eu un accident mortel, puissent visualiser les conséquences dramatiques que peuvent avoir sur la vie des autres leur comportement. Et je pense que cette sensibilisation, si elle est évidemment insuffisante et qu'en réalité le juge de paix, c'est le fait de payer pour son crime, pourrait être, à mon avis, une bonne idée. Et donc, mais vous croyez vraiment, Pierre Meurin, que les choses vont changer, parce que vous savez aussi bien que moi que ces gens-là, ils ont des addictions à la drogue, à l'alcool. Est-ce qu'ils sont vraiment en pleine conscience, tout simplement? Déjà, tout le monde n'a pas d'addiction. En réalité, à l'alcool, on peut très bien être à une soirée et boire un coup et donc être. Non, mais là, je parlais effectivement de l'affaire Palmade, par exemple. Oui, on est bien d'accord. Par exemple. Mais écoutez, si vous voulez, les addictions, ça se traite. Il y a clairement aussi un autre sujet qui est connexe à la sécurité routière, qui est la lutte contre les addictions en France en général. C'est un sujet beaucoup plus général de santé publique. Il faut en effet renforcer la lutte contre les addictions. Il s'agit surtout d'aider des personnes à sortir de leur état d'addiction, qui est un sujet en réalité de santé publique. Donc en fait, tout est lié, mais il est évident que quelqu'un qui est sous substance, qui est sous stupéfiant, ne devrait pas pouvoir prendre le volant, si vous voulez. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a une radicalisation des jeunes sur la route sous usage de stupéfiants. C'est un phénomène aussi qui m'inquiète, qui est une espèce de radicalisation liée un peu aux réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, etc., où on se lance des... Ben oui, mais c'est un peu comme les émeutes. Non, mais c'est une réalité où on se lance des défis à se comporter de façon particulièrement dangereuse au volant. Et je pense que c'est un phénomène sur lequel l'État devrait se pencher de façon très sérieuse. Merci beaucoup Pierre Meurin d'avoir été avec nous, un député RN du Gard, de nous avoir vous aussi apporté votre réaction. 13h08, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour en direct sur Sud Radio. Rien n'échappe à son objectif depuis maintenant 40 ans, du pape Jean-Paul II en passant par les présidents français ou étrangers d'ailleurs.
Les rockstars ou les royals. Pascal Rostin, photographe pour Paris Match, paparazzi et directeur d'agence, est notre invité. Bonjour Pascal Rostin. Bonjour Stéphanie. Bon, ça tombe bien, c'est la haute saison pour vous. Ah là, c'est vraiment, je suis venu spécialement pour Sud Radio. Bon. Sinon, je serais sur les plages de Saint-Tropez, sur un arbre, sur un toit, dans un hélicoptère, sur un yacht, sur un Zodiac, sur un pédalo, mais certainement pas à la radio. Bon, on vous emprunte 20 minutes et vous pourrez retourner à vos activités. Un petit mot évidemment, tout d'abord sur Jane Birkin. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la photographier ? Je l'ai croisée parce que j'étais très copain avec Serge Gainsbourg. Et je faisais beaucoup de photos avec Serge. J'ai eu une période de ma vie où on s'est bien marrés tous les deux. Et en fait, il m'appelait à 3h du matin, alors qu'il n'était plus avec elle depuis déjà pas mal de temps, et il me dit: elle est où Jen, elle est où? Il est resté amoureux de... Ça a été vraiment l'amour de sa vie. On connaît ses histoires avec Catherine Deneuve, avec Brigitte Bardot, mais l'amour de sa vie, ça a vraiment été Jane Birkin. Et il pleurait, mais c'était incroyable. Au milieu de la nuit, il t'appelait pour te demander où est Jen, où est Jen. Oui, parce qu'il fallait que c'est elle qui l'a quitté, elle en pouvait plus. Bah oui, il n'était pas facile le garçon non plus. Non, il fallait une certaine constance et abnégation, voilà, bravo, merci pour c'est ça, oui, non, elle le traitait d'égoïste, voilà, et que Gainsbourg était devenu Gainsbar et que c'était plus possible. Ouais, mais c'est vrai que le matin au petit déjeuner, il demandait à Fulbert, c'était son maître d'hôtel, Fulbert, mon petit déj, enfin le petit déj à 14h, et c'était un 102, c'était un double Ricard, quoi. Donc c'est vrai que les gens ont souvent imaginé qu'il faisait de temps en temps semblant d'être bourré. Il faisait pas semblant, il était bourré toute la journée. Du matin au soir. Ouais, donc ce couple mythique, voilà, c'est pas une légende dans la vraie vie. C'est vrai que ça c'est bien pour les numéros de la presse qui vont lui rendre hommage, des photos mythiques et magiques de Gainsbourg et de Jane Birkin, à l'époque où justement les stars étaétait super accessible et posés avec leurs enfants, posés dans leur maison. Enfin, c'était beaucoup moins. Aujourd'hui, tout est tellement est devenu vraiment. Oui. Plat. En fait, les temps ont beaucoup changé, j'imagine. Plus de 40 ans que vous faites ce métier, ça doit être une révolution absolue. Non seulement les temps ont changé, mais les célébrités, les stars aussi ont changé. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance de commencer dans les années 70. On était très peu de paparazzi, on était une cinquantaine sur la planète, on se connaissait tous, sauf en Italie où ils étaient 60 millions, mais ça c'est différent, c'était dans leur ADN. Mais les gens qu'on photographiait s'appelaient Grace Kelly, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Richard Burton, Liz Taylor. C'était d'une élégance folle et nous étions élégants, c'est-à-dire que c'était pas paparazzi, on n'était pas cachés, on était devant les restaurants, devant les maisons, ils sortaient, ils posaient pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui n'importe quelle petite starlette qui fait une émission de télé-réalité qui a un QI de seule meunière devient une célébrité. Donc c'est vrai que le métier a changé, les célébrités aussi, et surtout ce qui a changé, c'est l'apparition de ces téléphones qui font des photos, des vidéos. Chaque type qui a un smartphone est votre concurrent finalement, Pascal. Aujourd'hui il y a des milliards de paparazzi potentiels. Et puis surtout, les stars qui ont compris aussi qu'ils peuvent gérer leur image sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous savez tous les matins ce que Barack Obama ou Mick Jagger ont pris au petit déjeuner. Donc évidemment, ça simplifie pas le métier, mais ça le rend aussi intéressant parce que pour sortir des vrais scoops, c'est il y a quand même excitant. Un savoir-faire, dites-nous, parce qu'il y a quand même des qualités, c'est une enquête, non ? Enfin... Des qualités, il faut être très très patient. C'est-à-dire que de passer des semaines, des mois dans une voiture à regarder une porte, faut avoir soit un grand vide sidéral entre les deux oreilles ou au contraire une richesse, je sais pas. Moi, alors c'est quoi vous ? Moi c'est la première. Moi je peux regarder une porte pendant 3 mois, mais le problème c'est que quand je m'endors après le soir, je vois encore la porte. C'est ça. Alors bon, la cible 2023, là c'est la saison de l'été. On aime tous avoir notre petit. La saison de chasse est ouverte, et vous savez les stars et les paparazzis, c'est un peuple assez migrateur. Donc ils vont se retrouver, ce qu'on appelle les saisons, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver sur les lieux de villégiature, c'est-à-dire à Saint-Tropez, au Cap Ferret, à Portofino, à Porto de Cervo. Voilà, c'est à Saint-Barthélemy un peu aussi pour les stars américaines. Donc en fait, on peut pas annoncer à l'avance ce qui va se passer ni ce qu'on va faire. Mais vous avez quand même des cibles privilégiées. Ce dont on est sûr, c'est que la presse est intéressée toujours de plus en plus
Les nouvelles stars aujourd'hui, c'est les politiques. Donc on aura les vacances d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Emmanuel Macron sur son jet ski. On aura évidemment encore le couple Sarkozy-Carla Bruni au Cap-Nègre. Voilà, c'est. Ça plaît plus que, je sais pas, moi, les Royals ou Maria Carré ou Beyoncé. En France, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que ce qui intéresse vraiment les lectrices, parce que c'est essentiellement des femmes, c'est quand même. C'est toujours la même chose, c'est les vacances, de voir des gens dans des situations inhabituelles. C'est-à-dire de les voir. Un très très bon client, c'était le pape. Le pape, c'est un très très bon client, ça marche très très bien le pape. Alors quel pape? Parce qu'il y en a eu tous plusieurs, les papes, là, mais dans des situations différentes. C'est-à-dire pas habillé en pape. C'est-à-dire Jean-Paul II était très très bien. Il allait faire des grandes marches dans la montagne. Donc c'est des photos différentes. Jean-Paul II quand il va à la piscine de Castel Gandolfo, c'est évidemment. Ce qui intéresse le plus, ça a toujours été la famille princière de Monaco, la famille royale d'Angleterre et les grosses stars américaines. Ça, c'est mondial. Après, en France, on a des stars françaises. On avait évidemment Johnny Hallyday qui était numéro 1. Lui aussi, vous le connaissiez pas mal d'ailleurs. Il y a eu quelques petites anecdotes. Pascal, tu peux venir faire demain les photos de paparazzi pour faire la couverture de Le Voici, parce que ce connard de Camus, il n'a pas vendu toutes les places de le concert à Johnny. C'était comme ça. Mais c'était vraiment comme ça. Donc j'y vais le lendemain matin. Il habitait Villa Molitor à l'époque. Incroyable. Et il sort. Moi, j'y vais le matin. Il me dit, tu viens demain matin. J'y vais à 8h, sauf que j'avais pas le curseur à Johnny. Que lui, c'était plutôt 14h. Il sort avec sa Ferrari et il fonce sur les quais. Il me sème. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc je l'appelle. Il me dit, écoute Pascal, tu fais pas bien le paparazzi. Moi, je connais les paparazzis de Hollywood, je connais les paparazzis de Saint-Tropez, et toi, tu fais pas bien le paparazzi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je t'ai vu. Je dis, ouais, mais tu m'as appelé. Enfin bon, bref. Et je lui dis, t'inquiète pas, je vais te retrouver. Il me dit, ça m'étonnerait, je suis né dans le 9e arrondissement de Paris. Je dis, quel rapport? Eh ben, je connais les 20 arrondissements de Paris, que c'est très grand, que tu peux pas me retrouver. Je dis, Johnny, dès que t'as une nouvelle fiancée, tu l'amènes avenue de la Grande Armée chez Western House et tu la déguises en Pocahontas. Il dit, mais comment que tu sais qu'on est là? Je dis, parce que tu viens de me le confirmer. Et donc, on a fait les photos, il a fait la couverture de Le Voici, il sortait avec une Miss France. À l'époque, Linda Hardy, non mais c'est officiel. Enfin, et d'ailleurs je lui dis, mais tu sais, pour faire la couverture de Le Voici, il faut une nouvelle fiancée. Il dit, et là il éclate de rire, il dit, t'inquiète pas, je baise la Miss France. Je dis, bon, quel millésime? Il me dit, je dis, quelle année? Et là il éclate de rire. C'était une autre époque. Il me dit, t'inquiète pas, ce n'est pas Geneviève de Fontenay. Et là, j'entends mon Johnny qui dit, c'est quoi l'année quand tu as été la Miss France? Je dis, c'est très élégant. Tu dis, tu baises la Miss France, elle est à côté de toi, c'est formidable. Bon, j'espère que les jeunes oreilles sont loin du poste, mais enfin, a priori, là, ils sont à la plage. Normal. Ça devrait. Oui, bon, vous savez, on est en 2023 maintenant. Et puis on n'est pas paradis, on n'est pas non plus académicien. À propos des papes, mon cher Pascal Rostin, il n'y en avait pas un que vous avez un petit peu photographié dans sa plus simple. Mais ça, c'était Jean-Paul II, oui, c'est après son attentat à Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été des papes, qui est à 40 km au sud de Rome, qui est une forteresse imprenable, mais on avait un toit d'immeuble qui plongeait sur la piscine, et on l'avait photographié en train de se baigner. Mais quand il change de maillot, quand il enlève son maillot de bain, les photos, évidemment, on n'a pas voulu les diffuser, parce que il y a quand même... Il était nu. Il était nu, voilà. On en a fait plusieurs nus. Le Jacques Chirac, d'ailleurs, aussi. Chirac aussi, à Fort-Brégançon, parce que quand le président de la République est à Fort-Brégançon, il y a évidemment une interdiction de survol, sauf que dans la nuit, il y avait un yacht qui était arrivé avec Niki Lauda dans la baie à côté, et le matin, il partait en hélicoptère à Monaco. Le bruit d'hélicoptère, parce que ça résonne dans la baie, il se lève, il se met à sa fenêtre et il était tout nu. Et donc on a décidé avec on était 3 ou 4, de pas diffuser les photos du président. Le seul qu'on ait diffusé, c'était le roi Charles. À l'époque, il était prince Charles. Lui aussi. Ouais. Et c'était assez drôle parce que les Italiens, dans le journal Qui, alors journal Qui, il faut imaginer que Voici et Closer, à côté c'est la Vie catholique, c'est la Croix. Le journal Qui, c'est tous à poil. Et donc ils avaient photographié, si vous trouvez aujourd'hui sur eBay le numéro non gratté. Oui. Pourquoi gratté? Parce qu'ils avaient mis la photo en couverture avec, sur son sexe, la couronne d'Angleterre, comme les jeux à gratter, qu'il fallait gratter pour voir apparaître le sexe royal. C'est incroyable. Et je veux dire, derrière, il n'y avait rien. Enfin, on pouvait à l'époque, non, ça s'est plutôt bien passé. De toute manière, il y a certaines personnalités, les familles royales attaquent rarement. Les familles princières monégasques un peu plus. Le président de la République n'attaque pas, donc on peut. C'est plutôt open. Et dites-moi, Pascal Rostin, quel est votre meilleur coup professionnel? Le scoop dont vous êtes le plus fier?
Fier, ouais, je sais pas si pour dire une fierté, mais j'ai quand même réussi à pénétrer, excusez-moi, le G8 pendant 2 jours et 2 nuits. Oui. Et donc j'ai passé 2 jours et 2 nuits avec Bush, Poutine, Tony Blair. Comment vous avez fait, parce qu'il y a quand même Jacques quelques Chirac. barrages, non, au G8, Il y a 23 barrages pour accéder à l'endroit, et le dernier, ça s'appelle Red Zone, c'est le Secret Service. Et moi j'ai réussi, j'ai réussi, voilà, j'étais là. Bon. Et c'est drôle parce que je croise quelques mois plus tard à la Mamounia à Marrakech, qui est un grand hôtel de Marrakech, Jacques Chirac qui vient vers moi et qui me dit Rostin. Vous connaissez en plus. Ouais, il me dit Rostin, on va se faire une petite corona. Vous allez m'expliquer comment vous avez fait pour avoir une chambre. Ma fille Claude n'avait pas de chambre. Au G8. Au G8. J'ai dit, Monsieur le Président, c'est un secret. Il dit, mais comment ils ont fait pour choisir les images? Bah, je dis comme vous, Monsieur le Président, ce qui était un peu insolent. J'ai dit, il fallait me faire confiance. Il me dit, vous faire confiance, Rostin, voilà un nouveau concept que nous ne sommes pas encore prêts à imaginer. Je lui dis, vous avez tort, Monsieur le Président. Souvenez-vous d'une scène, parce que c'est quoi le G8? C'est 8 potes qui passent un week-end sans leur bonne femme. Ils parlent de quoi? Bah, il parle de femmes, de football, de bagnole. C'est 8 potes. C'était vraiment ça. Et les deux clowns, c'était Benito Berlusconi et le Premier ministre japonais, Kuzomi. C'était vraiment les deux troublions de la bande. Et à un moment donné, Chirac explique comment on salue au Japon en fonction de l'importance de la personne en face de qui on se trouve. Il dit, je me souviens très bien. Je dis oui, et souvenez-vous de ce qu'a fait Kuzomi, le Premier ministre du Japon, pour déconner, il a mis un genou à terre devant Bush, il a dit, toi, Georges, t'es tellement important, je devrais te saluer comme ça. Je fais la photo, j'arrive à Paris, je développe, et là, je me souviens qu'il y a un truc qui s'appelle Hiroshima, Nagasaki. Le Premier ministre du Japon, à genoux devant le président des États-Unis, je pense sérieusement, et là, je rigole plus du tout, que le Premier ministre du Japon, si les images sont publiées, il se fait arrêter. Non, mais il se fait vraiment arrêter. Le mec, il disait. Et donc, je lui dis, Monsieur le Président, j'ai brûlé le négatif. Et là, il m'a dit un truc incroyable. Jamais personne m'avait dit ça. Il m'a dit, Rostin, finalement, vous êtes un gars épatant. J'adore le mot épatant. Voilà. Il y en avait d'autres. François Mitterrand, vous dites, dont vous dites qu'il est le plus rusé. Il vous a d'ailleurs un petit peu manipulé, hein, François Mitterrand. Il a essayé de nous instrumentaliser. Et Mitterrand, j'avais fait une photo très sympa de lui 1 heure avant le débat avec Giscard, sur lesquels il allait promener son chien. Et 2-3 ans plus tard, on va à Latché pour faire le Noël du président. Et 23, 24, 25, 26, 27 décembre, pas de président. 28 décembre, les 2 super frelons s'opposent. Il arrive et on voit Roger Hanin dans une rodéo qui le conduit. Il allait vers Souston, on savait qu'il adorait aller à la librairie. On fonce, on prend un raccourci, on arrive avant lui. Je rentre à l'intérieur de la librairie et à un moment donné, je vais vers lui. Et je lui dis, et là il avait un bouquin qui pose secrètement, va très rapidement, il pose le livre qu'il était en train de lire, enfin la 4e de couverture, et il prend un atlas de géographie. En fait, il était en train de lire la 4e de couverture d'un SAS. J'ai photographié d'ailleurs des années plus tard Chirac en train de lire un SAS, et lui c'était un fou de littérature, il devait essayer de comprendre pourquoi ce Gérard de Villiers vendait des millions d'exemplaires, donc il regardait juste la 4e de couverture. Et je lui dis, Monsieur le Président, je suis un jeune photographe, je débute. Il me dit, Rostin, ça fait des années que vous êtes un jeune photographe. Et quand Mitterrand te balance ton nom, là, t'es quand même scotché, tu vois, t'es vraiment, parce que c'est quand même Mitterrand, tu vois. Et ça l'amusait de voir l'effet qu'il avait fait sur moi. Et il me dit, vous voulez faire quoi? Je dis, le Noël du président, la crèche, le sapin de Noël, les petits-enfants sur les genoux. Il dit, non, mettez-vous en bas du jardin. Donc, il organise une fausse planque. Oui, c'est ça. Et il dit, on sortira après le déjeuner, on sortira toute la famille. Donc, il avait organisé une fausse planque. Et en fait, il n'a pas eu de bol. Parce que ça n'a pas marché, parce qu'à l'époque, on avait de quoi remplir 3 numéros de Paris Match tous les 15 jours. C'est-à-dire que chaque semaine, on balançait la moitié d'un numéro qui aurait pu être dans le journal. Et donc, ce sujet n'est pas passé, ça n'a pas marché. Ça a marché avec Fabius, qui lui a essayé un jour de nous instrumentaliser. C'est-à-dire que quand il a été nommé, en général, les premiers ministres sont nommés le week-end. Le dimanche matin, tous les journalistes, radio, télé, photo, se trouvent en bas de son domicile, place du Panthéon. Donc, il est prévenu par les flics. Il sort en chaussons, en bras de chemise, et il va chercher des croissants, le journal, un bouquet de fleurs pour Bobonne. On se dit, donc il donne une image de lui très sympa, pas du tout tel qu'il était. Et quelques mois plus tard, donc ces photos sont publiées partout. Il y a une première affaire, c'est c'était l'affaire Carrefour du développement ou je sais pas quoi. On se
on décide d'aller le planquer. On se dit c'est cool, il est facile. On est allé 3 week-ends de suite. Je peux vous assurer que Bobonne, elle attend toujours les croissants, le journal et le bouquet de fleurs. Oh, mon Dieu. Bon, c'est une profession. Non, appelez-moi Pascal, c'est plus simple. C'est une profession d'écriée aussi. Vous savez que vous êtes un petit peu mal aimé, ça c'est sûr. On est mal aimé, mais il se trouve que les lecteurs et les lectrices aiment bien le résultat de nos forfaitures. C'est vrai. Notamment pendant l'affaire Diana. L'affaire Diana, quel souvenir vous avez de ce drame qui a quand même créé un petit peu des remous dans la profession? Moi, j'étais en train de baptiser une de mes filles en Bretagne, donc j'ai un curé comme témoin. C'est pas terrible, mais c'est tout ce que j'ai. Non, moi j'ai fait une enquête parce que j'ai récupéré par la suite Donc vous n'étiez pas là, c'est déjà pas mal. Non, j'étais pas là, mais j'avais des copains qui étaient là et j'ai récupéré les 8000 pages du dossier d'instruction de l'affaire Diana. J'ai retrouvé le conducteur de la Fiat Uno et en fait, la brigade criminelle a très bien fait son travail et c'est un accident de voiture. C'est-à-dire que c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été un tsunami médiatique mondial pour un accident de la circulation finalement. Ouais. Donc oui, ça vraiment. Mais les journaux, les médias, même traditionnels, pas seulement la presse people, qui ont fait des centaines de couvertures, d'émissions de télé, d'émissions de radio, les journaux les plus sérieux ont vendu des millions d'exemplaires sur l'enquête sur l'accident de Diana. C'est vrai donc c'est pas que une histoire de paparazzi, c'est une histoire de médias en général. D'ailleurs, les Royals britanniques dont l'intérêt ne se démente pas au fil des temps. Aujourd'hui, c'est qui alors que la cible? Meghan, Harry, William, Kate, qui fait le plus vendre? C'est la nouvelle génération. C'est sûr que le roi Charles, pas tellement bankable. sauf la presse anglaise. C'est sûr que le roi Charles demain fait quelque chose d'extraordinaire ou de pas ordinaire, on va dire, en photo, ça intéressera évidemment les médias anglais. Mais c'est la nouvelle génération, comme les Monaco, c'est pareil, c'est Charlotte Casiraghi. Enfin voilà, ça passe d'une génération à l'autre. Pour revenir sur les présidents, les Zidans, comme vous les appelez, les Zidans, vous les appelez comme ça. Nicolas Sarkozy vous a permis de beaucoup travailler. Vous avez suivi ses épopées sentimentales, notamment avec votre copine Carla. Disons que j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Carla Bruni, donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Et ils ont accepté ma présence pendant plus d'1 an. À leur côté, j'ai fait 4 ou 5 couvertures de Paris Match, mais ce coup-ci officiellement. Donc j'étais avec eux dans leur avion pour aller à New York, pour aller au G8. J'ai recommencé le G8 à Hokkaido. Officiellement cette fois-ci ou... Pareil, je lui ai montré les photos de Chirac. Je lui ai dit ça, tu pourras pas me le faire faire. Et là, il m'a dit ok, on va voir ça. Tu viens avec moi dans l'avion. Et j'ai recommencé. Donc il y a eu 2 fois le G8 qui a été fait. Parce que le G8 en général, t'as la photo des 8 présidents alignés comme des saucisses. Ça a aucun intérêt. C'est la même photo chaque année. Et moi, ce que j'avais expliqué, je vais vous expliquer comment j'avais fait pour rentrer dans le premier. J'étais ami avec Jean Chrétien, qui était le Premier ministre du Canada. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te sauve le G8? Il me dit, on n'a pas trop de problème. Je dis, depuis que vous avez tué un gamin, un étudiant l'année dernière à Gênes, vous êtes les meilleurs public relations des anti-mondialisations. Donc cette année, vous allez faire la même photo que l'année dernière, que l'année prochaine. Donc les médias, ils vont aller avec les anti-mondialisations qui vont se faire péter la gueule par la gendarmerie royale canadienne. Donc moi, ce que je te propose, on peut pas empêcher ça, mais je te donne une lisibilité. On fait 10-12 pages dans Paris Match, dans Stern, dans Time, Newsweek, Sunday Times Magazine. Il me dit, comment on fait? Je dis, tu me laisses faire, tu me laisses rentrer dans l'intimité. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'intimité la première fois du G8 et que j'ai recommencé quelques années plus tard avec Nicolas Sarkozy. Voilà. Écoutez, on est comblé par tous vos récits. On espère que ça va se poursuivre, mon cher Pascal Rostin, cet été. Merci à vous. Restez avec nous. Oui, mais c'est passé. Mais attendez, on pourrait rester des heures. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Vous allez revenir en deuxième session, peut-être. Merci à vous. Je sais, il y avait plein de choses encore à dire. La photo de Mazarine. Bref, on y reviendra une autre fois. Merci en tout cas, Pascal Rostin. Vous avez écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages, Voyeur notamment. C'est un scandale. C'est un scandale. J'ai publié 5 fois mes mémoires. Quelles éditions, dites rapidement? Le dernier que j'ai écrit sans écrivain fantôme, d'ailleurs, que j'ai écrit de ma plume, c'était Voyeur, c'était chez Grasset. Tout simplement. Très bien. Tout de suite, c'est Jacques Pessis qui retrouve aujourd'hui, qui reçoit. Vous m'avez troublé, Pascal. Chimène Badi. Voilà, restez avec nous en direct sur Sud Radio.